Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez avant de commencer la réunion? Je vous invite à noter oui dans la boîte de chat. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, oui. Très bien, très bien. Ok, bien le bonjour à tout le monde à notre webinaire aujourd'hui. Cet webinaire avec le FNUAP et le réseau Evalus. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Imad Haroun de l'Afghanistan et je vais être modérateur de ce webinaire aujourd'hui. Je suis co-président du groupe 3 de Evalus, responsable d'organisation de ce plateforme et les différents programmes. Je travaille en tant que directeur de suivi et d'évaluation pour les projets en Afghanistan et je suis le cofondateur d'Afghan Foundation Society. Et notre webinaire aujourd'hui va durer 1 heure. Vous avez déjà reçu le mail de confirmation et j'en aurai deux orateurs, Marco Segal et Monsieur Michael Dahl. Je vais les présenter tous les deux tout à l'heure. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous décrire comment utiliser cette plateforme. Donc, tout d'abord, la première chose à faire, c'est de choisir votre langue. Dans le bouton à droite de votre écran, dans les diapos, cette conférence se passe en 4 langues. L'anglais avec une traduction simultanée vers l'espagnol, le français et russe. Donc, il faut sélectionner la langue de votre choix à partir des options en bas. Donc, lorsque c'est moi qui parle ou les autres orateurs sont en train de parler, en bas de leur vidéo, vous avez une boîte de chat où vous pouvez saisir vos questions. On va copier vos questions régulièrement et ensuite je vais partager les questions avec les orateurs. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les saisir dans la boîte de chat. Ok, on vous demande de rafraîchir votre navigateur parce que le son passe bien ici, très bien. Je pense que c'est bien que le son soit clair. Donc, je vais vous donner une petite introduction au réseau Evalus. Evalus, c'est le réseau global pour promouvoir l'engagement, les innovations et les dialogues entre les évaluateurs jeunes et émergentes, la jeunesse et les jeunes. Ce réseau a été établi en 2015 pendant la semaine d'évaluation globale au Népal. Donc l'objectif d'Evalus, c'est de promouvoir l'engagement à travers l'innovation à travers le monde. Evalus a comme fonction du réseau ou comme structure d'organisation un groupe de direction qui avec 4 différents groupes de premiers responsables des jeunes et évaluateurs jeunes et émergentes. Ensuite, le premier task force est pour promouvoir cette culture d'évaluation et l'implication des évaluateurs jeunes et émergents, des organisations volontaires pour les évaluations professionnelles. Task Force numéro 2, c'est le programme de suivi global. Cela fait en sorte que certaines personnes travaillent pendant un certain temps ensemble avec les évaluateurs. Ensuite, Task Force numéro 3, c'est notre task force, c'est responsable du programme de formation en ligne. On organise des conférences d'organisation en ligne. On vient de terminer notre 4e
conférence virtuelle au mois de décembre 2019. Le 23 décembre, cela a été sur l'accès. On organise aussi des webinaires comme on fait ici actuellement. Ensuite, Task Force 4 d'évaluer les approches collaboratives à la jeunesse. Ça, c'est une nouvelle partie d'Evalus qui essaie de collaborer sur les contributions de la jeunesse en termes d'évaluation à travers le monde. Donc voilà, là, c'était pour vous parler de Evalus. Si vous avez des questions sur Evalus, sur la manière dont cela marche, ces activités, vous pouvez saisir vos questions. Si vous voulez rejoindre ce réseau ou les task force que je viens d'énoncer, vous pouvez mettre cela dans votre boîte chat et on va répondre à vos questions plus tard. Donc, ok, je vais maintenant passer la parole à notre premier orateur, Monsieur Marco Segon. Monsieur Marco Segon est directeur du bureau d'évaluation au FNUAP, le Fonds des Nations Unies ici pour la population. Auparavant, il était UN Femmes, les femmes à l'ONU. Il était président du groupe d'évaluation des Nations Unies, le réseau pour les agences de l'égalité des sexes. Il est cofondateur d'Eval Partenaires, ce partenariat global pour les capacités d'évaluation globale et Evalgenda Plus. Avant, il était responsable pour les décentralisations et les développements de portefeuille de cap développement au bureau. Il était le fondateur du bureau de l'Europe et l'Amérique latine et les îles Caraïbes et différents bureaux à travers le monde. Il travaille aussi en Albanie, au Pakistan, le Bangladesh, Thaïlande et l'Ouganda. Il a été publié à plusieurs reprises. Donc, différentes publications, et, y compris la conception et l'organisation. Moi, il est aussi un grand supporter des évaluateurs jeunes et émergents à travers le monde, surtout le réseau Evalus. Donc, Monsieur Segon, merci d'être un grand supporter de ces évaluateurs jeunes et émergentes et pour le réseau global Evalus. Je vais maintenant vous passer la parole. Donc, bienvenue encore une fois. Merci beaucoup, Imad. Merci, bonjour. Bien le bonjour à tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut bien confirmer que vous pouvez m'entendre? Je vous invite à confirmer que vous m'entendez dans la partie chat. Oui, et en français aussi. Merci beaucoup. Il y a plus de 30 participants sur ce webinaire aujourd'hui. Ça, c'est vraiment très bien. Merci, Imad, d'avoir organisé ces webinaires plutôt intéressants. Les seules choses que vous n'avez pas citées lorsque vous m'avez présenté, c'est le fait que j'ai été jeune évaluateur comme vous l'êtes maintenant. C'est pour ça que je suis très intéressé par l'idée de partager mon expérience avec vous aujourd'hui. Ok, comme il a dit, le FNUAP, c'est les agences pour la population et notre mandat inclut le fait de donner les pouvoirs aux jeunes. La devise du FNUAP, c'est qu'il n'y a rien pour les jeunes sans les jeunes. Donc l'idée, c'est de travailler avec les jeunes, que les jeunes soient les forces motrices de ce travail. C'est pour cette raison que nous avons cette collaboration avec Evalus pour renforcer les capacités, les compétences des jeunes évaluateurs, mais aussi aider l'accès sur le marché du travail, mais aussi donner une voix aux jeunes évaluateurs
dans les événements importants au niveau international. Donc, est-ce que quelqu'un peut faire défiler les diapos? Parce qu'apparemment, je ne peux pas. Ok, c'est bien. Très bien, merci. Ok. Ok, un instant, parce que Michael est venu ici pour faire... ok, discussion dans les coulisses. Donc, désolé, il y avait un manque de coordination de notre côté. Mais bon, ce que je disais, c'est que pourquoi les Nations Unies sont très intéressées par les jeunes, c'est parce que les jeunes sont le pouvoir de 1,8 milliard. Ça, c'est le nombre de jeunes personnes dans le monde. C'est pour cette raison aussi que le secrétariat général Antonio Guterres vient de lancer la stratégie des Nations Unies pour les jeunes. Le FNUAP a aussi lancé la propre stratégie pour les jeunes aussi, et ainsi de suite. Et cela, c'est une chose très importante parce que je pense qu'il est important de dire que les jeunes ne sont pas l'avenir, comme on entend à chaque fois. Mais en fait, on change de diapo. Je demande de faire changer les diapos. Voilà. Mais en fait, les jeunes sont le présent pour s'assurer un avenir durable et équitable. C'est pour cette raison que c'est une chose si importante, parce que les jeunes sont les agents du changement. On change de diapo. Et donc, les jeunes sont des agents du changement. Et il faut toujours garder en tête que l'évaluation est aussi agent de changement parce que cela peut informer les interventions, les politiques, les programmes, les projets et ainsi de suite sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour qui ça marche ou ne marche pas et dans quelles circonstances. Donc c'est pour cette raison que c'est une chose si importante. C'est un appel aux jeunes d'être jeunes évaluateurs. Non, je dirais que non seulement être jeune évaluateur, mais être en ligne avec les valeurs des Nations Unies, des droits de l'homme, l'égalité entre les sexes, l'équité, justice et durabilité et la paix. On change de diapo et encore une fois. Parce que malheureusement, je ne pense pas que je peux changer les diapos moi-même. J'essaie de cliquer sur les boutons suivants et ça marche pas, ce qui fait que cette présentation passe un peu... Non, 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 ça marche pas. L'interprète s'excuse. Ok. Ok, ça marche maintenant, dit monsieur. Très bien. Donc, être jeune évaluateur dans le système des Nations Unies. Ce système des Nations Unies, c'est l'organisation la plus importante au niveau intergouvernemental et présent dans tous les pays du monde. C'est une organisation très influente parce que cela se compose des États, des pays à travers le monde. Donc c'est idéal en termes de forum ou d'arène de discussion pour les sujets d'actualité dans le monde. Cela a aussi un impact potentiel sur la vie des gens parce que cela va depuis les droits des enfants à l'énergie atomique, les droits de reproduction et la pauvreté, l'égalité et ainsi de suite. Et cette évaluation peut être clé à tout ça.
Donc, comment construire une carrière au niveau de l'évaluation dans le secteur du développement international et humanitaire? Tout d'abord, il faut se connaître, connaître vos forces, vos faiblesses, afin de tirer le maximum de vos forces et renforcer vos faiblesses. Ensuite, il faut suivre votre passion. Si vous n'êtes pas passionné par le développement de l'homme, pas passionné par l'égalité entre les sexes, ou répondre à la crise climatique et ainsi de suite, ce serait mieux de ne pas travailler pour les Nations Unies, mais pour toute autre organisation à la place. Et donc, passion, c'est une chose très importante. Ensuite, il faut être intentionnel et centré. Il faut ce que vous vous demandiez, où vous voulez vous trouver dans 5 à 10 ans. Et ensuite, construire votre carrière et votre vie même vers cet objectif. Mais faire ça toujours de manière humble. Donc, comment devenir jeune évaluateur dans le système des Nations Unies? Donc, il est une chose importante de garder en tête que l'ONU, lorsque l'ONU embauche des évaluateurs, y compris des jeunes évaluateurs, ils cherchent des capacités techniques d'abord. Bien sûr, on cherche aussi des jeunes évaluateurs qui savent de quoi il s'agit, l'évaluation, qui connaissent les approches à l'évaluation, les méthodologies, non seulement dans la théorie, mais aussi dans la pratique. Donc, bien sûr, les maîtrises, les licences sont des choses très importantes. Ce n'est pas suffisant parce que les Nations Unies ne sont pas académiques. C'est plutôt une organisation qui essaie à faire des actions pour changer la vie des personnes sur le terrain. Donc, il est important que d'avoir la pratique en plus que ces capacités théoriques au niveau des évaluations. Donc, on va parler un peu plus tard sur la manière de faciliter ces pratiques. Mais en plus, il y a aussi ces compétences personnelles pour toute personne en général, mais plus importantes pour des évaluateurs, surtout pour ceux qui travaillent dans le système des Nations Unies. Parce que dans le système de l'ONU, cela se compose des gens qui viennent des différents pays du monde, de différentes religions du monde, différents systèmes culturels et sociaux. Donc, il est important de pouvoir travailler dans un environnement multiculturel. Donc, c'est une chose très importante de respecter la diversité, mais aussi que vous reconnaissez la valeur de cette diversité. Il est important de pouvoir travailler ensemble avec d'autres qui sont différentes de vous-même et apprécier la valeur de cette diversité. En dernier lieu, comme j'ai déjà dit, la passion. Donc, l'ONU cherche quelqu'un qui est fort non seulement au niveau technique, qui n'a pas non seulement les compétences personnelles, mais aussi la passion et croit dans ce qu'il ou elle est en train de faire. Donc là, j'aimerais maintenant passer la parole à Michael, qui a accepté de nous rejoindre aujourd'hui. Michael est responsable au niveau du département des ressources humaines de l'FNUAP pour développer les talents. Donc c'est lui qui est mieux placé pour nous parler plus en détail de la manière d'appliquer, de postuler et être sélectionné pour travailler dans le système des Nations Unies. Donc Michael, la parole est à vous. Ok, bon, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Bonjour.
On est désolé, on a eu un souci technique. Donc, Monsieur Michael a été déconnecté. Je suis en train de lui reconnecter. OK. Donc, je suis de retour. Bonjour, Michael Tal, le responsable de talent à l'FNUAP. J'ai ce pins qui me montrait les objectifs de développement durable et la jeune fille au milieu parce que si on fait des investissements là, on investit dans tout ce qui va soutenir les objectifs de développement durable. Donc, je vais vous parler aujourd'hui des techniques de recrutement, mais aussi vous donner des astuces. Parce que pour beaucoup, l'ONU, c'est difficile à comprendre avec différentes agences. Donc, je veux vous donner des astuces, ce qu'il faut comprendre en tête pour ceux qui seraient intéressés par le secteur du développement. Donc, tout d'abord, vous voyez ici, on voulait souligner le fait qu'on est comme toute autre organisation importante, on a des processus de recrutement. Donc, lorsque vous regardez cette première bulle, vous cherchez un poste, différentes opportunités, il faut savoir où est-ce que vos capacités s'appliquent au système, dans le système des Nations Unies, parce qu'ils ont des différentes plateformes. Il ne faut pas seulement aller à l'ONU, mais à chaque agence qui vous intéresse, parce que toutes les agences ont besoin de jeunes d'expertise d'évaluation. Donc il faut aller dans chaque plateforme pour chercher les postes affichés là, dans les différentes plateformes, et ensuite faire votre demande. Là, ça marche avec différents profils, il faut créer différents systèmes, et ensuite il faut répondre à beaucoup de questions sur votre expérience. On cherche à savoir les différentes sortes de travail que vous avez fait et aussi de votre éducation. On demande aussi des références. Je vais rentrer plus dans les détails dans un instant. Ensuite, comme d'autres organisations, différentes évaluations par écrit qu'on fait, tout d'abord, on établit une liste et on contacte ceux qui sont en ligne avec nos besoins. Et ensuite, on fait des évaluations où il faut parfois répondre à des questions en ligne à travers une plateforme où vous avez une question, il faut répondre sous quelques minutes. Vous l'avez peut-être vu, donc cela peut faire peur, donc je vous invite à faire des essais avant de faire ça pour de vrai. Ensuite, on a des postes seniors, on a des centres d'évaluation. Si vous allez dans un centre d'évaluation, je vous invite à lire là-dessus avant. C'est des simulations qui seront similaires à ce que le poste va ressembler dans la vie réelle. Vous allez être évalué pendant cette séance. Donc cela peut faire peur aussi, mais cela nous permet de savoir si vous allez être la bonne personne pour ce poste. Ensuite, on a les entretiens, on a cette technique basée sur les compétences où on regarde vos expériences par le passé, on vous demande à partager le travail que vous avez déjà fait en ligne avec le travail que vous avez déjà fait. Donc, il est bien de regarder les compétences. Je vais vous montrer le diapo suivant où vous voyez des aperçus de l'FNUAP et d'autres agences cherchent. Vous voyez les listes des compétences au cœur de direction, éducation, langue, les valeurs et les capacités spécifiques. Donc, lorsque vous voyez des postes, des annonces, je vous invite à lire les compétences parce que c'est là que vous allez. On va vous demander des expériences ou de raconter des histoires de votre travail par le passé. Donc, il faut prêter une bonne attention à ces questions-là. Ensuite, je vais pas vous parler de cette bulle qui parle de l'expérience. Là, vous avez une idée des postes où vous pouvez postuler. Par exemple, lorsque vous venez de quitter l'université, vous avez peut-être 1 ou 2 ans d'expérience, ce serait niveau P2.
La plupart, ils cherchent un master et ainsi de suite. Donc, il faut faire attention. Il y aura des questions qui demandent votre expérience et il faut s'assurer que vous avez noté l'expérience lorsque vous faites cette demande. Ensuite, diapo suivant. Je voulais souligner des points d'entrée aux Nations Unies. Ces 9 points d'entrée sont les points d'entrée typiques pour les postes à l'ONU et d'autres organisations de développement. En haut, plus c'est bas, plus c'est à long terme. Donc, c'est des postes, des internats d'abord, de jusqu'à 3 mois, ou jusqu'à 6 mois parfois. Cela vous permet de gagner de l'expérience au sein de l'ONU. C'est pendant les dernières années d'études ou jusqu'à un an après des études. Cela n'a pas été payé, mais maintenant, on a une petite somme payée pour nos stagiaires. Si vous regardez sur notre site, vous pouvez suivre le lien et vous pouvez mettre votre profil. Et si un responsable a besoin de quelqu'un avec vos capacités, ils vont vous contacter. Ensuite, il y a le programme des jeunes professionnels. Ça, c'est un programme sur 2 ans où vous rentrez et on vous donne les outils, la formation qui vous met sur le bon chemin pour avoir une carrière de direction. C'est très concurrentiel. La Banque mondiale a ça aussi. Banque mondiale, il y avait 10 000 postulants et peut-être 50 personnes par an qui rentraient. Ensuite, les UNV, c'est les volontaires, les bénévoles. C'est une manière de gagner de l'expérience. Vous pouvez faire cela en ligne, sur le terrain. C'est quelque chose qu'on considère. Cela montre qu'il y a beaucoup de motivation au niveau des candidats. Donc, c'est une bonne chose à faire avant de postuler de manière plus large. Ensuite, on a les programmes JPO. Donc, sur notre programme des officiers juniors, cela permet à différentes personnes, si vous avez mis des pays de l'Europe, le Canada a ça, les États-Unis a eu ça par le passé. Il y a différents pays qui ont ça. Donc, vous pouvez contacter votre propre gouvernement pour savoir si ils ont ça. Ensuite, on a des consultants qui sont postés souvent d'un jour jusqu'à un an. C'est des besoins spécifiques de l'organisation. On a une liste de consultants au niveau de l'FNUAP que vous pouvez aussi voir sur notre site. Les programmes de fellowship, c'est lorsqu'on a besoin de remplir des besoins spécifiques. Actuellement, nous en avons pour nos données de population et d'autres organisations ont ça pour des programmes spécifiques. Ensuite, pour souligner les postes internationaux professionnels et ensuite les officiers nationaux dans votre propre pays où vous ne travaillez pas au niveau de l'international, mais plutôt national. Ensuite, on a des employés généralisés. Cela peut être intéressant aussi. Je m'excuse de parler trop vite, mais je sais qu'on a beaucoup à dire. Donc la dernière chose à faire, c'est de vous donner des astuces de réussite parce qu'on a tiré l'expérience que la gestion des carrières pour les jeunes peut être difficile pour naviguer nos systèmes. Donc, on voulait vous montrer un outil que vous pouvez utiliser. Donc, une approche holistique à votre carrière. On a ce guide. Cela est gratuit sur notre site web, sur la page des posts. Vous pouvez avoir ça en français ou en anglais. Vous pouvez partager cela avec vos collègues. C'est le résumé de notre expérience. Donc, la première chose à souligner, c'est lorsque vous faites votre demande, il faut regarder vos qualifications. Est-ce que cela est en ligne? Je vous conseille de créer une table à gauche avec les besoins et ensuite avec vos capacités, votre expérience pour voir s'il y a des écarts. Parce que ça, c'est une chose importante.
Donc, il faut faire cela de manière intelligente. Ensuite, je vous souligner vos documents. Il faut vraiment faire en sorte que cela soit classé comme il faut. On organise des choses de manière bien organisée. Lorsque vous voyez un poste, il faut copier cela pour sauvegarder cela sur votre propre ordinateur, parce que si on vous invite à passer un entretien, si cela ne sera peut-être pas plus sur notre site web. Le résultat, c'est très important aussi. Plus de 80% de ceux qui nous rejoignent ont dit qu'ils avaient eu un contact, ils connaissaient quelqu'un. Il est rare que quelqu'un fasse une demande et est ensuite embauché. Non, non, il y a un travail à faire auparavant. On vous conseille de faire cela de manière intelligente. Je ne parle pas d'aller prendre un verre pour raconter des histoires. Je parle des réseaux sociaux sur votre profil LinkedIn pour s'assurer que dans votre environnement actuel, vous utilisez les réseaux que vous avez déjà. On a des astuces ici. Vous avez des réseaux au niveau de votre club de sport, dans votre école, dans votre église, ou n'importe où dans le monde. Il y a différents réseaux. Il faut les utiliser de manière intelligente. Il ne faut pas attaquer les gens pour leur dire qu'il faut qu'ils vous donnent un travail. Il faut donner quelque chose aux gens et ensuite ils vont vous donner quelque chose par la suite. Je veux dire aussi qu'il faut être actif dans votre environnement actuel. La plupart des gens se connectent et s'en vont ensuite, mais il y a d'autres qui sont plus intelligentes. Ils créent des groupes de travail, ils se portent bénévoles et ces gens sont connus et créent des groupes et ainsi de suite. Donc il faut considérer si vous voulez être comme ça, avoir un réseau plus actif. Cela va en lien avec la gestion des réputations. Dans les ressources humaines, j'ai vu que parfois les gens sont difficiles au niveau de la gestion de leur réputation. Les ressources humaines vont vous chercher sur votre réseau, votre Facebook. Il faut s'assurer que ce qui est personnel reste personnel. Il ne faut pas laisser votre Facebook ouverte à tout le monde. On a eu des exemples des gens qui n'ont pas fait ça de manière intelligente. Donc on vous invite à faire cela de manière intelligente. Il faut penser à la manière dont vous communiquez, la manière dont vous envoyez des mails. Il ne faut jamais faire cela de manière intelligente, de manière fâchée. Si quelqu'un vous écrit quelque chose, vous pouvez écrire une réponse, garder cela en brouillon pour cette journée. Parce que si vous faites cela, vous allez être toujours prise comme la personne fâchée. Donc il faut être intelligente là, parce que votre réputation va revenir vers vous. Ensuite, je vais vous parler des compétences, encore une fois, en ligne avec les performances, le travail et ces différentes choses. Quelles sont les compétences pour le travail que vous cherchez et comment les développer pour le mieux. Ensuite, en termes des compétences, lorsque vous passez à l'entretien, vous pouvez les planifier, examiner les différentes compétences dans la description, avoir des exemples. Ensuite, je veux souligner ceux qui satisfassent au travail et les valeurs. C'est ceux qui plaisent à l'extérieur des choses techniques. Est-ce que vous pouvez travailler à domicile parfois, ou un enfant, un parent, etc. Si c'est une chose importante d'avoir une voiture et beaucoup d'argent et beaucoup de visibilité des Nations Unies, c'est peut-être pas là où il vous faut. Vous avez un bon salaire, mais on cherche des gens qui sont passionnés. Et on a beaucoup de bureaucratie, beaucoup de paperasse. On a des paperasses à suivre, on a des discussions difficiles parfois. Donc il faut
considérez qui vous êtes. Est-ce que vous pouvez être à l'extérieur de la maison pendant 80 jours si vous avez des enfants et ainsi de suite. Donc, regardez votre organisation, les valeurs qui sont vos priorités. Parce qu'il y a différentes manières de définir vos priorités, vos valeurs. Vous pouvez voir les valeurs pod en ligne. Cela va vous identifier vos 5 valeurs clés. C'est un exercice dans le document que je viens de vous montrer. Je vous conseille de suivre cet exercice. Cela change au fil du temps lorsque votre famille change, mais c'est une chose qu'il faut suivre. Je vous laisse souligner un site web, Glassdoor, qui vous donne un aperçu de l'organisation de la part de ceux qui travaillent là. Ce n'est pas toujours exact, mais cela vous donne une idée de l'organisation. Ensuite, rapidement, je veux souligner le fait que si vous êtes à l'université, vous avez un accès en ligne dans vos sites pour décider quelles sont les opportunités dans le monde. Le monde change de manière constante, le climat change, la situation économique change, les innovations, il y a différentes choses qui changent. Les postes qui existaient il y a 20 ans ne sont plus là. Les postes qui existent actuellement ne vont peut-être pas être là dans 20 ans, donc il faut planifier. Parce que plus vous avez une idée de ce qui se passe, le mieux vous pouvez planifier votre propre portefeuille. En dernier lieu, parlez encore une fois de l'intelligence émotionnelle lorsque vous entrez dans un processus de gestion de carrière. Vous êtes peut-être la meilleure personne et si vous paraissez mal préparé, vous n'allez pas avoir à gagner ce poste. Je vais vous donner un exemple. On a parlé avec une femme sur Skype. Derrière elle, il y avait une table sale, il y avait des pots. Et le panel ne pouvait pas écouter ce qu'elle disait parce qu'elle avait donné l'impression qu'elle était mal organisée. Donc, il faut vraiment considérer comment vous pouvez vous organiser. Skype peut faire en sorte que votre écran soit flou. Il y a des outils aussi sur l'intelligence émotionnelle, la manière dont vous arrivez à interagir lorsque vous regardez les gens droit dans les yeux. Vous faites ça souvent, mais parfois dans d'autres endroits, non. Donc voilà, en gros, les deux dernières sont en fait souligner le fait que si vous avez tout préparé, c'est vous qui gérez, vous avez l'énergie, vous êtes actif, vous avez fait ce que vous avez à faire. Il y a d'autres choses que vous ne pouvez pas contrôler. Il y a la chance aussi. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais pour nous, il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Les postes qui arrivent, d'autres sont concurrence. Mais lorsque la préparation est en ligne avec l'opportunité, vous êtes bien placé. Donc, il faut avoir de bonnes habitudes, vous préparer pour le mieux et essayer de faire cela avec un collègue ou un ami. Donc voilà, des astuces. Je vous invite à lire notre document et je suis prêt à répondre à toute question. Merci beaucoup, Michael et Marco, pour ces astuces informatives et pratiques aussi et sur la manière de devenir jeune évaluateur dans le système des Nations Unies. Je vois que nous avons plusieurs questions de nos participants. Donc, afin de gagner du temps, il ne nous reste que 20 minutes pour cette séance questions-réponses. Donc, je vais lire 4 questions. Ensuite, je vais passer la parole à M. Marco et à M. Michael, afin qu'ils puissent répondre aux questions. Donc, la première question, c'est pour Evalue. Est-ce que le webinaire sera enregistré et partagé? Il y a différentes personnes qui ont posé cette question. Oui, ce webinaire est en train d'être enregistré. On va partager le lien
après l'appel. Et aussi la deuxième question, c'était de savoir comment rejoindre le réseau. Vous demandez comment rejoindre le réseau global Evalus. Donc je vais vous montrer un lien. Donc pour rejoindre le Evalus Global Network, il suffit de cliquer sur le lien et les task force qui vous intéressent, vous pouvez faire une demande et votre demande serait revue par Evalus. Et ensuite, vous allez recevoir une confirmation pour rejoindre le réseau Evalus. Toute autre question, c'est pour Monsieur Marco et Monsieur Michael. Je lis les 4 premières questions et ensuite, je vais passer la parole à Monsieur Marco et ensuite à Michael. Donc, on a une question de savoir la différence des différentes agences. Je ne connais pas très bien cette question. Si je vous invite à rajouter quelque chose à votre question, est-ce que vous voulez dire comment se mettre en contact avec les différentes agences? C'est quelque chose comme ça. Et la deuxième question, c'était de savoir est-ce qu'on peut avoir des liens vers ces agences? Donc, M. Atisso a posé cette question, donc j'imagine que la question c'est d'avoir les liens vers les différentes agences. Donc, M. Marco et M. Michael vont répondre à cette question. Ensuite, est-ce que les différentes agences des Nations Unies ont des bureaux d'évaluation? Raymond a posé cette question. Ensuite, est-ce que les candidats sont identifiés basés sur les listes de critères ou est-ce que vous faites ça de manière manuelle au sein de votre équipe? C'est Grace qui avait posé cette question. Donc, c'est les 4 premières questions. Donc, je vais passer la parole à M. Marco d'abord et ensuite à M. Michael afin qu'il puisse répondre à vos questions. Merci beaucoup, Imad. Je vais peut-être répondre à quelques questions et ensuite Michael va répondre aux autres. Il y avait une question pour savoir si toutes les agences des Nations Unies ont un bureau Evalus. Je dirais qu'ils ont tous cette fonction, mais peut-être pas toujours un bureau d'évaluation. Pour info, il y a 48 agences des Nations Unies avec un bureau d'évaluation, et sur ces 48 agences, ils sont unis dans un groupe d'évaluation des Nations Unies. Je vous invite à chercher cela sur Google afin de vous familiariser avec le bureau d'évaluation et les fonctions d'évaluation au sein du système des Nations Unies. En lien avec ça, j'aimerais souligner l'un des points évoqués par Michael sur les réseaux. Donc c'est aussi l'invitation à vous tous d'approcher les VOP, les organisations volontaires des évaluateurs professionnels dans vos propres pays, parce que ça c'est une opportunité excellente non seulement de faire du réseautage, mais aussi d'entendre les dernières idées et aussi d'être actif. Souvenez-vous des 25% des personnes actives citées par Michael. Je pense que ça c'est une chose vraiment importante. Non seulement rejoindre Evalus, mais aussi d'essayer de rejoindre vos différentes associations et être actif dans les différents groupes de travail, parce que ça c'est une opportunité pour vous d'apprendre au niveau des différentes organisations. Ensuite, il y avait une question sur les différentes agences et ainsi de suite. On a partagé une liste de liens sur le page web des nations, des agences pour les postes. Donc j'imagine que l'organisateur va partager avec vous ces listes des liens.
En plus de toutes choses que Michael vient de parler. Ensuite, je vais passer la parole à Michael. Donc, il y avait une question. En fait, c'est pas fait de manière manuelle. On a des questions d'évaluation et ensuite, on a des manières dans le système de filtrer pour la pertinence, l'expérience pertinente et ainsi de suite. Ensuite, on a un système manuel qui vérifie que les questions ont reçu les réponses qu'il faut. Ensuite, le responsable qui cherche à embaucher va faire une liste de 3 à 5 personnes à la fin. Il y aura différentes étapes entre-temps. Donc, il y a différentes manières d'examiner les différents documents. Donc, je n'étais pas trop convaincu, trop clair sur la question, la première question. Iman, je demande si vous pouvez. Ah, les liens, ok. Donc, ok, la première question. Ah, Monsieur Marco a déjà répondu à cette question. Suite à cela, il y a le document sur les carrières et le lien vers les agences des Nations Unies a été partagé avec tous les participants dans les mails de confirmation qu'on leur a envoyés pour les inviter à assister à ce webinaire. Donc, si vous allez regarder ce mail, vous pouvez voir cela en anglais et en français. Donc maintenant, je vais partager les 4 questions suivantes. Quand est-ce que cette vérification manuelle sera faite? Donc, Monsieur Marco et Monsieur Michael, vous avez des questions dans un Google Doc. Si vous pouvez les parcourir, si vous ne les entendez pas comme il faut. Donc, question numéro 10. Est-ce que l'FNUAP a un IPP dans tous les pays? Mais ça face à poser cette question. Et question numéro 11. Est-ce qu'on peut trouver plus d'informations sur le programme FNUAP? L'autre question, vous n'avez rien dit sur les différentes compétences. On vous invite à partager plus d'informations. C'était Joram Kobiko qui avait demandé la question sur les compétences. Je vois que la plupart des questions sont en lien. Donc, je vais passer la parole à M. Marco d'abord et ensuite à M. Marco afin qu'il puisse répondre à ces 4 questions. Merci. Ce sont des bonnes questions. Donc, vérification des références sont utilisées principalement pour vérifier les informations parce qu'il y a peu d'avoir des erreurs, des fautes dans le système. Donc, lorsqu'on a les 2-3 derniers candidats, on va demander les références à ce moment-là. Mais on ira tout d'abord aux candidats pour leur dire qu'on va contacter tout employeur. Mais on ne ferait pas cela avant d'être sérieux. Donc, c'est les 2-3 derniers candidats. Les programmes IPP, les programmes des jeunes professionnels, nous n'en avons pas actuellement chez FNUAP. Nous sommes plutôt petits et c'est plutôt coûteux. Donc, ce qu'on fait, c'est les programmes de partenariat. Cela sera annoncé lorsqu'ils vont démarrer, mais cette année, début de l'année, on avait mis notre programme d'évaluation. Ensuite, on a
mis notre programme de données. Cela est disponible sur notre site web. Et je vous conseille, et vous allez pouvoir voir à ce moment-là lorsque ça marche. Sur les sites web de chaque agence, vous pouvez saisir votre profil. Ensuite, on aura des posts pertinents par rapport à ce que vous avez demandé. Si c'est en ligne avec l'évaluation, ça c'est le mot-clé. Toutes choses en lien avec les évaluations dans tel ou tel pays. La plupart de ces sites web peuvent faire cela pour vous. Il y a le site web que j'utilise moi-même, Impact Pour, qui extrait des informations des différentes agences. Si vous voulez chercher d'autres agences et leur programme IPP, je sais que la Banque mondiale en a, je sais que le secrétariat en a, etc., etc. Le programme UNEDP qui est arrêté actuellement, mais chaque agence, oui. Star, vous pouvez regarder sur Internet. On vous dit de regarder la taille parce que lorsqu'on demande de la structure de vos réponses, vous savez, parfois on raconte une longue histoire. Souvent, il est plus intelligent de mettre cela dans des petits morceaux. Donc, quelle était la situation, la tâche, le travail que vous aviez à faire et quelle était l'action que vous avez entrepris par la suite. Et puis, R, le résultat. Donc, situation, tâche, résultat. Si vous structurez votre réponse comme ça, vous pouvez faire une réponse rapide et pertinente. J'ai vu que quelqu'un avait écrit de Carl aussi, c'est parler du contexte, de l'action, des ressources et les leçons. On vous demande souvent à la fin qu'est-ce que vous avez appris, est-ce que vous feriez cela de manière différente une prochaine fois. Donc on vous invite à réfléchir sur la manière de répondre aux questions. Oui. Oui, pour les programmes de jeunes professionnels, nous, en tant qu'officier de l'évaluation de l'FNUAP, on a des partenariats avec 7 autres agences pour recruter des jeunes bénévoles. Et on a fait cela à travers Evalus. Donc, on a fait un appel l'année dernière pour différents postes. Et on a de bénévoles ici dans le bureau suite à cela. Donc, je vous conseille de suivre Evalus, garder un œil sur Evalus pour coordonner des différentes agences pour aider l'entrée sur le marché des jeunes évaluateurs. Les bénévoles, malgré le nom, ils reçoivent un salaire. C'est peut-être un salaire énorme, mais ce n'est pas, mais c'est toujours un salaire. On a aussi eu une question sur le développement des carrières. Imad avait déjà parlé d'Evalus, qui est un programme de mentorat qui est aussi soutenu par l'FNUAP, mais lors des conférences des associations de l'évaluation, on soutient de plus en plus Evalus à organiser une formation avant les conférences pour les jeunes évaluateurs. Donc, encore une fois, un encouragement supplémentaire à vous d'être impliqué au niveau de vos associations parce qu'ils vous donnent beaucoup d'opportunités de faire croître votre carrière. Donc voilà, c'est à vous. Merci beaucoup. Après, donc, je vois l'heure. Cela s'est passé très vite. Il ne nous reste plus que 4 minutes. L'interprète s'excuse, le son coupe parfois. Pour des dernières questions, et avant de passer la parole à différentes personnes, le programme des jeunes professionnels
et les officiers des jeunes professionnels. Aussi, il y avait une question sur le système. Est-ce qu'il y a des quotas? Comment est-ce que les évaluateurs de deuxième tiers, est-ce qu'ils sont traités de la même manière que ceux qui viennent quitter l'université, ou est-ce que leur expérience sur le terrain est prise en compte aussi? Aussi, une question, est-ce que vous conseillez de se focaliser sur l'honnêteté ou l'interprète s'excuse, le son coupe? Et une dernière question, c'est savoir comment les agences d'évaluation des Nations Unies limitent les quotas de l'évaluation et ces pays sont en ligne avec le secteur privé. Donc voilà, c'est à vous. L'interprète s'excuse encore une fois, le son a coupé. Donc merci Imad. Malheureusement, le son n'était pas très clair. Donc j'ai entendu une seule question que j'avais déjà vue sur le fait que les ODD sont très compréhensifs. Donc, quel serait le conseil? Ce serait de se focaliser sur les secteurs spécifiques ou plutôt d'essayer d'être quelqu'un qui serait en ligne avec les complexités des ODD. Au niveau de cette complexité, c'est une chose qui va pousser l'évaluation de plus en plus. C'est parmi les défis les plus importants de l'évaluation, donc la manière d'évaluer la complexité des ODD. Et c'est là que les jeunes évaluateurs, encore une fois, peuvent faire une contribution avec des idées innovatrices au niveau des technologies nouvelles, au-delà des réseaux sociaux, mais aussi pour ceux qui travaillent dans l'évaluation pour 30 ans, qui travaillent d'une manière spécifique avec différentes manières, méthodologies, différentes approches depuis 30 ans, il est plus difficile d'être flexible et de s'adapter aux besoins des nouveaux défis. Donc, mais pour un jeune évaluateur, cela serait plus facile. Donc, c'est une valeur ajoutée du côté des jeunes évaluateurs d'être innovateurs et flexibles. Donc, au niveau complexité, absolument, c'est une chose qui est ici. Il va rester là pendant bien des années comme défi. Et une chose importante aussi d'avoir les capacités d'appliquer des approches de complexité et ainsi de suite, tout en essayant de se spécialiser sur un sujet spécifique, parce que chaque ODD est plutôt technique. Il y a l'éducation, la santé, le climat, le travail et ainsi de suite. Donc c'est une chose importante d'essayer de avoir beaucoup de connaissances sur un secteur spécifique afin d'être plus attractif aux différentes agences où vous postulez. Donc voilà la question que j'ai pu entendre. Je vais passer la parole à Michael s'il a pu entendre d'autres questions, mais c'est sûrement ma dernière possibilité de parler, donc je vais résumer de mon côté des astuces. Si vous voulez devenir jeune évaluateur dans les systèmes des Nations Unies, tout d'abord, il faut être professionnel et vous être engagé envers les valeurs des Nations Unies, la diversité,
et lutter pour l'équité, l'égalité entre les sexes et ainsi de suite. Ensuite, il faut être passionné et bien croire ce que vous êtes en train de faire. Il faut être intentionnel aussi. Si vous couvrez ces 4 choses-là, tôt ou tard, votre rêve va devenir la réalité. Ceci étant dit, j'aimerais remercier tout le monde et passer la parole à Michael. Ok, je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps. J'ai vu différentes questions. J'aime ces questions. Tout d'abord, il y avait une question de savoir s'il y avait des formations en ligne humanitaires. Est-ce que cela est une chose importante? Oui, bien sûr. L'humanitaire, c'est quelque chose qui va continuer à exister pendant un bon moment. On fait beaucoup de formations en ligne aujourd'hui. Donc, si vous pouvez montrer que vous avez déjà fait ce travail au niveau humanitaire, ça, c'est une bonne chose. Et ça, c'est en lien avec la passion et on demande de plus en plus de questions là-dessus. Lorsqu'on regarde les profils des LinkedIn des candidats, on regarde leur curriculum pour savoir s'ils ont fait des choses qui démontrent votre passion lorsque vous avez été bénévole. Donc, absolument, sans un objectif, je vous découragerai à postuler. Parce que sinon, vous allez être frustré. Vous allez voir que les choses se passent différemment. Et ensuite, quelqu'un avait demandé des capacités recherchées. Et j'aimerais dire par rapport à ce que Marco a dit tout à l'heure, j'aimerais dire que peu importe le travail que vous faites au niveau des Nations Unies, il y a des capacités qu'il faut avoir aussi. Il faut pouvoir développer des partenariats. Ok, revenu. Euh, peu importe ce que vous faites, il faut pouvoir développer des partenariats avec d'autres agences, avec le secteur privé, avec le gouvernement, les entités au niveau national, les ONG, et ainsi de suite. Il faut pouvoir faire de l'analytique, réunir des personnes au niveau des preuves. Les langues restent importantes. Il faut parler plus d'une langue. On est vraiment focalisé sur les mobilisations des ressources aussi. Il est de plus en plus clair qu'on ne fasse plus confiance au gouvernement de sponsoriser les Nations Unies. Donc il faut travailler de plus en plus avec le secteur privé où vous travaillez, que ce soit l'immigration ou autre, c'est des capacités qui sont utiles pour réduire les coûts. Donc je vous invite à se focaliser là-dessus. Quelqu'un avait demandé la question entre les programmes IPP et JPO. C'est très similaire. La différence clé, c'est que les programmes IPP sont des programmes internes au niveau de l'organisation sponsorisés par l'organisation de manière directe, mais les programmes JPO, c'est les programmes sponsorisés par les gouvernements qui payent pour quelqu'un de leur propre pays de faire partie de l'ONU pendant peut-être 2-3 ans. Et certains programmes, les Suédois, les Néerlandais par exemple, proposent cela à ceux qui ne sont pas de leur propre pays. Et ce sont les programmes de formation des jeunes. Donc c'est un bon premier pas vers votre carrière. Donc merci de mon côté aussi. Bien que je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, il est bien d'avoir ce lien. Merci. Merci Michael et Marco de vos informations très pratiques, très utiles sur la manière de postuler envers les différentes agences de l'ONU et l'FNUAP. C'était très intéressant de vous voir et de vous entendre. Merci aux participants.
pour avoir assisté à ce webinaire aujourd'hui pour vos questions et j'espère que vous avez reçu des réponses à vos questions. Il était bien de vous voir ici. J'aimerais aussi remercier l'FNUAP et surtout M. Marco et M. Michael d'avoir partagé leurs astuces dans ce webinaire aujourd'hui. C'était un plaisir de vous entendre tous les deux, de vous écouter. J'aimerais remercier l'FNUAP de leur soutien au réseau Evalues, mais aussi de soutenir ce webinaire aujourd'hui. Très bien. Donc, il ne reste plus qu'à dire au revoir à tout le monde. Je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Au revoir.